L'épidémie du virus HIV dans les années 80 avait été une totale surprise pour le monde scientifique. Et c'est sans doute pour cela qu'il s'est écoulé plusieurs années entre l'apparition des premiers malades à la fin des années 70 et la découverte de l'agent pathogène en 1983. Avec le Covid-19, rien de tel. Dès la fin des années 90, la communauté scientifique s'accordait pour prévoir que le XXIe siècle serait propice aux risques épidémiques et que la Chine en devrait être le principal foyer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce pronostic était le bon. En décembre 1997, à Hong Kong, une poignée de personnes meurent victimes d'une nouvelle souche du virus de la grippe, dénommée H5N1, responsable de ce que l'on va appeler dans les médias la grippe aviaire. Qualifié d'extrêmement dangereux, il n'est heureusement à cette époque-là pas encore transmissible entre humains, et l'épidémie fera long feu. Cet événement aura néanmoins d'importantes répercussions car l'OMS, effrayée par l'éventualité d'une mutation du virus, rend public en 1999 un premier rapport consacré à la préparation de la prochaine pandémie grippale. Dans ce document, outre toute une série de recommandations, l'OMS invite chaque pays partenaire à mettre en place des comités nationaux de planification pandémique, chargés du développement des stratégies sanitaires propres à chaque pays. Ainsi, dans les 10 années qui ont suivi, de nombreux pays vont élaborer leur propre plan national et la France, bien sûr, ne fait pas exception. Entre 2005 et 2020, les nombreuses mises en garde de la part des milieux scientifiques contre le risque d'une pandémie mondiale se succèdent à un rythme accéléré. L'énumération de tous les colloques et autres forums consacrés aux risques pandémiques nous emmènerait trop loin. Je me contente de vous citer le dernier en date. En octobre 2019, à New York, s'est tenu un colloque autour d'une expérience visant à simuler l'impact que pourrait avoir une pandémie causée par, je vous le donne en mille, un nouveau coronavirus de type SARS. Dans sa présentation, le virologue, invité en tant qu'expert, estimait qu'à peine 6 mois après son apparition, ce coronavirus transmissible de l'homme à l'homme serait présent dans presque tous les pays du monde. En France, ce travail de planification recommandé par l'OMS aboutit en octobre 2004 à la présentation d'un premier plan de prévention et de lutte contre la pandémie grippale. Ce plan sera complété et renforcé à 4 reprises. Tout ce qu'un gouvernement doit faire, de l'alerte initiale jusqu'à la disparition du virus, y figure dans les moindres détails. J'y reviendrai dans la seconde partie de cette vidéo. Ce plan de 2004 inaugure une période de 7 années au cours de laquelle la question de la prévention sanitaire va occuper une place notable dans la vie politique française. En mai 2005, le rapport sur le risque épidémique de M. Jean-Pierre Door, député, et Mme Marine-Christine Blandin, sénatrice, tient lieu pour beaucoup de parlementaires de prise de conscience d'un danger nouveau. En 2007, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires se voit assigner la mission de constituer un stock stratégique d'équipement médical en cas d'urgence épidémique et notamment de masques. En juillet 2011, le Haut Conseil de la Santé publique émet un avis relatif à la gestion d'un stock stratégique de masques respiratoires. Il invite le gouvernement à prendre soin de bien sécuriser ses sources d'approvisionnement dans le contexte particulièrement tendu d'une crise épidémique. En octobre 2011, le plan de 2004 est mis à jour une 4e fois. Ce sera la dernière.
La prise de conscience du risque pandémique en France pendant les mandats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy est indéniable. En témoigne une abondante production législative et réglementaire, et en témoigne aussi ce texte particulièrement prémonitoire, en préambule au rapport d'Or-Blandin de 2005, signé Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé. Je cite : « Le risque épidémique est le plus dangereux, et il est permanent. Nous avons tendance, dans nos sociétés modernes et occidentales, à l'oublier. Si le risque épidémique est aujourd'hui d'actualité, ce n'est pas tant en raison de la grippe saisonnière qu'en raison du SARS et de la pandémie grippale d'origine aviaire. L'épidémie de SARS, plus que toutes les autres semble-t-il, a montré à quel point la survenue d'une infection inconnue, et j'insiste sur le mot inconnu, capable de se diffuser en quelques semaines sur la planète grâce aux moyens de communication modernes, pouvait répandre la peur, déstabiliser les sociétés et les systèmes de santé les plus évolués. » Fin de citation. Mais en 2009 survient un événement qui va marquer un véritable tournant dans la doctrine française en matière de prévention des pandémies. L'épidémie de grippe H1N1 débarque dans une France suréquipée, puis disparaît très rapidement, trompant tous les pronostics, même les plus optimistes. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, qui s'était donné les moyens de combattre la pandémie, y compris dans sa forme la plus sévère, devient injustement la risée de l'opposition politique et des médias. Ce fiasco, qui nous le savons aujourd'hui n'en était pas un, aura des conséquences délétères pour la sécurité sanitaire des Français. En 2012, comme tous ses prédécesseurs, François Hollande arrive à l'Élysée avec dans sa poche un programme électoral sur la santé. Un programme qui ne comporte aucune disposition relative à la prévention du risque épidémique. Les priorités du nouveau président sont ailleurs. La lutte contre les déserts médicaux, la fin de vie, le don du sang des homosexuels, les salles de shoot, l'accès à la contraception et en matière de recherche, l'autisme et le cancer. La question du risque épidémique tombe dans l'oubli avec en toile de fond une politique d'austérité budgétaire dont l'hôpital public fera les frais. Mais si personne au gouvernement ne veut prendre le risque de se retrouver sous le feu des critiques comme naguère Roselyne Bachelot, il serait injuste de ne s'en tenir qu'à cette seule explication. Lorsqu'en 2009, Nicolas Sarkozy fait voter sans difficulté une rallonge budgétaire pour équiper la France en vaccins, l'Europe, dans sa globalité, est financièrement dans le rouge, du fait de la crise financière. En France, avec un déficit budgétaire de 144 milliards contre moins de 80 milliards l'année précédente, 1 milliard de plus ou de moins n'a qu'une faible incidence, et Bruxelles ferme les yeux. En 2012, la situation est radicalement différente. L'Allemagne a su redresser la barre au cours des 3 années précédentes, alors que la France fait figure de mauvais élève. Lorsque François Hollande accède au pouvoir, deuxième président de la République après François Mitterrand, issu d'une gauche réputée dépensière, il tient absolument à démontrer à la chancelière Angela Merkel qu'il est capable de ramener rapidement la France dans les clous des fameux critères de Maastricht. À peine arrivé à l'Élysée, François Hollande trahit sa promesse de ne pas ratifier le pacte de stabilité budgétaire. Pour l'hôpital public, le temps des vaches maigres commence vraiment. En 2015, les attentats terroristes contraignent l'État à des dépenses non budgétées dans le domaine de la sécurité. Il revient alors à Bercy de racler les fonds de tiroir, et là-bas, qui est aux affaires ? Un certain Emmanuel Macron. Lorsqu'en 2017, ce même Emmanuel Macron arrive au pouvoir,
il hérite d'un système de santé encore classé par l'OMS, meilleur système de santé du monde. Il y aurait bien de quoi pavoiser, sauf que l'Italie est étrangement classée en seconde position. L'Allemagne, 28e, et la Corée du Sud au-delà de la 50e place. Vu d'aujourd'hui, cela ressemble à un canular. Le fait est que ce classement, qui s'installe durablement dans la conscience des Français, ne vaut strictement rien car il est fondé sur des chiffres vieux de plus de 20 ans. En 2017, l'hôpital est en crise. Pourquoi ? Parce que les dépenses de santé augmentent naturellement de 4 à 5% par an du fait du vieillissement et surtout de la paupérisation d'une part croissante de la population. Et pour équilibrer les comptes, il faut faire des économies sur l'investissement. 3,4 milliards en 2016, 4 milliards en 2017, 4,2 milliards en 2018 et encore 3,8 milliards en 2019. Pas étonnant dans ce contexte que les stocks stratégiques soient désormais gérés à flux tendu comme des stocks ordinaires. Victimes collatérales, les industriels du secteur de la santé sont parfois contraints de mettre la clé sous la porte. En septembre 2018, les 38 derniers salariés de l'usine Honeywell de Plaintel, dans les Côtes-d'Armor, sont licenciés. C'était le dernier fabricant français de masques, FFP2. Un mois plus tard, c'est au tour de Luxfer, le seul fabricant français de bouteilles d'oxygène médical, de cesser son activité. Dans les deux cas, l'État avait été prié d'intervenir, mais en vain. À Bercy, le ministre semble complètement ignorer le concept de production stratégique d'utilité publique. Le 26 novembre 2019, le Parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui acte la suppression de 5 milliards d'euros du budget de la santé, dont 1 milliard au détriment de l'hôpital public. Entre-temps, quelqu'un a-t-il cherché à prévenir François Hollande et son successeur des risques encourus à trop baisser la garde ? Eh bien oui. En avril 2013, le livre blanc de défense et de sécurité nationale pointe le risque, je cite, d'une nouvelle pandémie hautement pathogène et à forte létalité, résultant par exemple de l'émergence d'un nouveau virus franchissant la barrière des espèces ou d'un virus échappé d'un laboratoire de confinement. Fin de citation. En juillet 2015, le sénateur Delattre tire la sonnette d'alarme sur la forte diminution depuis 2011 des stocks stratégiques. Puis, c'est au tour de l'Académie de médecine de relever qu'à partir de 2013, ce sont les hôpitaux qui ont été chargés de renouveler les stocks de masques FFP2 et d'en tirer cette conclusion, je cite, « Cette évolution de la doctrine d'emploi des masques et de leur stratégie de stockage s'est traduite par une forte diminution des stocks depuis 2010. » Fin de citation. En septembre 2016, l'actuel directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, alors le conseiller santé d'Emmanuel Macron, prévenait le futur président de l'état d'impréparation du pays en cas de risque majeur, de catastrophes, y compris d'épidémies et de maladies émergentes. Une autre note du même Jérôme Salomon, datée du 11 janvier 2017, attribuait la virulence de la grippe cet hiver-là, je cite, « aux mauvaises habitudes des Français, peu enclins à se laver fréquemment les mains et à porter un masque. » Fin de citation. En mai 2019, soit moins d'un an avant le début de l'épidémie du Covid-19, l'Agence nationale de santé publique, organisme placé directement sous la tutelle du ministre de la Santé, à l'époque Madame Agnès Buzyn, publiait un rapport dans lequel il était écrit noir sur blanc que l'État devait conserver à titre de précaution
un stock d'1 milliard de masques chirurgicaux, donc non compris les masques FFP2. Plus précisément, un stock de 20 millions de boîtes de 50 masques pour couvrir les besoins d'un maximum de 20 millions de foyers infectieux ou 30% de la population. Au terme de ce bref survol de l'action gouvernementale en matière de prévention des pandémies depuis 2004, on peut donc affirmer les choses suivantes. Premièrement, le risque de pandémie est une donnée incontournable du XXIe siècle. La mondialisation, et singulièrement la Chine, qui réunit à la fois la modernité du tourisme de masse et l'insalubrité des marchés populaires traditionnels, en sont les principales causes. Deuxièmement, les faits ont d'ailleurs donné raison aux pronostics les plus pessimistes, puisque depuis l'an 2000, nous avons connu, pour les simples virus des voies respiratoires, le SARS à coronavirus en 2003, la grippe aviaire H5N1 en 2004, la grippe H1N1 en 2009, le MERS à coronavirus en 2012 et enfin le Covid-19 à coronavirus en 2020. Troisièmement, l'État français a toujours été très bien informé du risque pandémique, tant par la communauté internationale scientifique que par son administration, voire par la représentation parlementaire. Si la prise de conscience de ce risque est incontestable sous l'ère Chirac-Sarkozy, à partir de 2012, n'est pas moins incontestable le changement de cap radical opéré par François Hollande et poursuivi par Emmanuel Macron. Avec ces deux derniers présidents, tout doit être sacrifié à la réduction des dépenses publiques afin d'atteindre les objectifs tracés par Bruxelles. Quatrièmement, l'utilité des masques en période d'épidémie n'a jamais été remise en cause par personne, sauf bien sûr en France au printemps 2020, et vous savez pourquoi. En 15 ans, 65 000 lits ont été supprimés, dont 17 500 au cours des 6 dernières années. Observe une étude publiée par le Quotidien du médecin en 2019. Quant aux masques, la France en disposait en 2009 1,7 milliard. Or, en janvier 2020, il n'en restait plus que 117 millions. Et pourtant, lorsque le 24 janvier 2020, 3 cas du nouveau coronavirus chinois sont confirmés sur des patients hospitalisés à Paris et Bordeaux, le jour même, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, déclare, je cite, « Le risque d'importation depuis Wuhan est pratiquement nul. Le risque de propagation est très faible. Notre système de santé est bien préparé. » Fin de citation. Madame Buzyn, qui ne peut pas ignorer que la France est sous-équipée et qu'il y a un vrai problème sur les masques, préfère mentir en direct à la télévision que de risquer un scandale. Un mensonge suivi par beaucoup d'autres. Maintenant que nous avons passé en revue les diverses étapes qui nous ont conduits à l'état d'impréparation du pays, voyons le second volet de cette vidéo que j'avais évoqué en introduction, à savoir ce fameux plan spécialement étudié pour combattre une épidémie que le gouvernement d'Édouard Philippe a délibérément ignoré. Rappelez-vous que suite aux recommandations de l'OMS, la France s'était dotée en 2004 d'un plan national de prévention et de lutte contre une épidémie de grippe. Ce document de 78 pages, qui fut actualisé pour la dernière fois en 2011, portait en sous-titre la mention très explicite « Document d'aide à la préparation et à la décision ». Bien que conçu au lendemain d'une résurgence de l'épidémie de grippe aviaire, il était voué à lutter contre toutes sortes de virus des voies respiratoires, y compris le coronavirus bien sûr. Voyons ce qu'il contient. Ce plan décrit la stratégie optimale de réponse de l'État depuis la phase de préparation, l'alerte initiale, jusqu'au retour à la normale,
après l'épidémie. Il se décompose en 4 phases. La phase 1, freiner l'introduction du virus sur le territoire. Phase 2, freiner la propagation du virus sur le territoire. Phase 3, atténuer les effets de la vague épidémique. Phase 4 enfin, revenir à la situation antérieure. Il faut bien comprendre ce que signifie cette décomposition de l'épidémie en 4 phases. En dehors de la première, aucune phase n'est inéluctable. La seconde phase n'intervient que si la première s'est soldée par un échec, et ainsi de suite. Les pays qui ont réussi à endiguer l'épidémie, je pense notamment à Taïwan, n'ont pas connu de troisième phase. Vous comprenez donc bien que puisque chacune est subordonnée à la précédente, la phase 1 est absolument cruciale. Voyons maintenant en quoi consiste cette fameuse phase 1. C'est une phase de détection précoce des premiers cas arrivant sur le territoire, avec mise en œuvre de mesures telles que le contrôle sanitaire aux frontières, la prise en charge médicale des cas et de leurs contacts, la mise en place de mesures barrières. Concrètement, cela implique l'observation clinique des passagers à leur arrivée, une recommandation de quarantaine à domicile, voire une mise en quarantaine d'office, enfin la suspension des liaisons aériennes et maritimes en provenance des zones affectées. La France a-t-elle respecté cette feuille de route ? Eh bien la réponse est hélas non. En fait, le gouvernement a, comme on dit aujourd'hui, totalement zappé la phase 1. Pour bien saisir l'incroyable irresponsabilité avec laquelle l'État français a réagi au premier jour de l'épidémie, il faut avoir à l'esprit cette donnée absolument capitale. Non seulement au moins 90% des Chinois qui viennent en France passent par Roissy, mais en plus, Roissy est de loin la principale porte d'entrée des Chinois en Europe. Et même, selon une étude de la très sérieuse Johns Hopkins University, après les très grands aéroports asiatiques, l'aéroport le plus exposé au monde au risque de contamination par des passagers chinois, c'est Roissy. Maintenant, reprenons un instant la chronologie des premiers mois de l'année. Le 31 décembre, l'OMS est avertie d'une crise sanitaire à Wuhan, en Chine. Le 12 janvier, le premier cas de Covid-19 hors de Chine est déclaré en Thaïlande. Le 20 janvier, la Chine admet que le virus se transmet entre humains, ouvrant ainsi la possibilité d'une pandémie. Le 24 janvier, la France annonce ses 3 premiers malades, 3 ressortissants chinois. Le 25 janvier, le nombre de malades dans le monde dépasse celui de toute l'épidémie de SARS en 2003. Le 26 janvier, un accueil médicalisé est mis en place à l'arrivée à l'aéroport de Roissy, mais sans prise de température. Le 28 janvier, British Airways, Iberia et Lufthansa suppriment tous leurs vols vers ou en provenance de Chine. Le 30 janvier enfin, tous les vols Air France de ou vers la Chine sont annulés. Mais les compagnies aériennes chinoises vont continuer à desservir Roissy à raison de 5 vols par jour jusqu'au 16 mars. Après le 16 mars, plus de 250 000 Français de l'étranger seront rapatriés par diverses compagnies sans procédure de quarantaine à l'arrivée. Une procédure qui n'a en fait été appliquée qu'une seule fois, alors qu'elle fait partie du b.a.-ba de la stratégie de protection contre une épidémie venant de l'étranger. C'était pour l'accueil des seuls Français rapatriés de Wuhan le 24 janvier. Et c'est ainsi qu'entre le 20 janvier et le 16 mars, rien ne peut empêcher un porteur du virus, qu'il vienne de Chine ou d'Italie, d'entrer en France. Strictement rien.
Le 27 février, 6000 supporters italiens viennent à Lyon assister à un match de football. Et au même moment, à l'autre bout de la planète, Taïwan décide d'inclure l'Italie dans la liste des pays en provenance desquels tous les passagers devraient être soumis à quarantaine à leur arrivée. Une synchronie qui résume tout. À Taïwan, justement, dès le 10 février, tous les passagers ayant ne serait-ce que transité par la Chine, Hong Kong ou Macao sont contraints d'effectuer une quarantaine de 14 jours à l'arrivée. Mesure étendue 2 semaines plus tard aux passagers en provenance d'Italie, nous venons de le voir. Comment ce pays, grand comme la Belgique mais 2 fois plus peuplé, a-t-il réussi à mettre en place un système de quarantaine généralisé? Très simplement. À leur arrivée à l'aéroport Chiang Kai-shek de Taipei, la capitale, les passagers ont été invités à donner leur numéro de téléphone et leur adresse de résidence, à rester confinés chez eux pendant 14 jours et à garder leur fonction localisation par GPS branchée en permanence. Ces données, une fois entrées dans un fichier central, ont permis de renseigner instantanément les autorités sur les éventuels manquements à l'obligation de quarantaine. Manquements suivis dans l'heure par une visite de la police avec une amende en prime. Si l'on y regarde de près, Taïwan n'a fait que mettre en application avec des moyens modernes les directives contenues dans le plan de prévention de 2011 qui avait pour objet de servir d'aide à la décision du gouvernement français. Vous remarquerez aussi que Taïwan n'a jamais véritablement fermé ses frontières. Elle y a juste établi un contrôle sanitaire strict et efficace. Ce contrôle a suffi à dissuader les voyageurs qui n'avaient pas une raison impérieuse de venir, ce qui est exactement le but recherché. Notons enfin qu'en mars, Taïwan a rapatrié tous ses ressortissants de Chine qui se comptent par dizaines de milliers en les soumettant à une quarantaine de 14 jours. Et pendant ce temps, que fait le président Macron? Le 6 mars, soit 10 jours avant l'annonce du confinement, il va au théâtre pour, dira-t-il, encourager les Français à sortir. Le 11 mars, à la télévision, il exhorte les Français à ne pas céder au repli nationaliste et prononce avec aplomb cette phrase qui restera sans doute comme la plus grosse ânerie de l'année, je cite, « Les virus n'ont pas de passeport ». Fin de citation. Le 12 mars, il annonce le maintien du premier tour des municipales. Et puis soudain, le 16 mars, virage à 180 degrés, il annonce le confinement de toute la population. Pourquoi ce jour-là, l'Europe, en mode panique, décide brutalement de fermer les frontières de Schengen sine die et le confinement général de la population? Eh bien parce que dans les jours précédents, une simulation de propagation du virus, publiée par le très écouté professeur Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres, avait très sensiblement réévalué le potentiel létal du virus. Cette simulation s'appuyait notamment sur la base de 3 études récentes et concordantes en provenance de Chine, de Corée du Sud et de Singapour, qui avaient conclu d'une part que bon nombre des porteurs du virus étaient asymptomatiques et d'autre part qu'ils étaient en plus potentiellement capables de le transmettre. Et c'est ainsi que, faute d'avoir pris la peine en février de confiner les 5% de la population porteur du virus, l'Europe s'est résolue en mars à confiner les 95% qui ne l'étaient pas. Le règlement de l'Union européenne a-t-il été une contrainte qui s'est imposée à Emmanuel Macron et qui expliquerait son inaction précoce? Certainement pas. Voici ce que dit notre fameux rapport sur la coordination européenne en cas de pandémie. Je cite. « Chaque État informe les autres États et la Commission des mesures de contrôle qu'il envisage ou qu'il a prises dans l'urgence.
cette consultation ne vaut pas obligation d'harmonisation. Je répète, cette consultation ne vaut pas obligation d'harmonisation. Et puis un peu plus loin, je cite, « Les enseignements de la pandémie de 2009. Le Royaume-Uni et l'Espagne ont subi très tôt une vague pandémique qui ne s'est pas propagée au reste de l'Europe, montrant que la perméabilité des frontières au virus n'était pas une règle générale. » Je répète, n'était pas une règle générale. Dans le contexte du politiquement correct français, cette dernière phrase est bien sûr à prendre comme un euphémisme. Parlons maintenant des masques. Je ne vais pas m'appesantir sur leur prétendue inutilité. Tous les Français savent aujourd'hui que le gouvernement leur a raconté des bobards. Je vais plutôt me pencher sur un autre volet de ce triste épisode qui, croyez-moi, ne manque pas de sel non plus. Le 3 mars 2020, le gouvernement décrète la réquisition sur le territoire français des stocks et de la production de tous les masques FFP2 et chirurgicaux. Normalement, la réquisition a pour but d'éviter l'exportation d'un bien stratégique afin d'en réserver l'usage aux seuls nationaux. Or, vous le savez, à cette époque, la France était très loin de produire la quantité de masques dont elle avait besoin. Que s'est-il alors passé ? Le gouvernement devenant de facto le seul importateur de masques, et étant connu par ailleurs pour être un mauvais payeur, plus aucun fabricant étranger n'a voulu vendre de masques aux Français. Et c'est ainsi que des cargaisons de masques fabriqués en Chine ont pu être détournés vers des acheteurs, pas nécessairement plus généreux comme on nous l'a dit, mais qui payaient cash, sur le tarmac même de l'aéroport d'embarquement. Qu'a fait alors le gouvernement ? Vous n'allez pas le croire. Conscient de son erreur grossière, le 21 mars, par un second décret, il assouplit le régime de réquisition en soustrayant les masques importés du champ des réquisitions. Seulement voilà, pour ne pas perdre la face, aucune annonce au journal de 20 heures. Tout se fait en catimini. Conséquence tragicomique de ce discret rétropédalage, les pharmaciens étaient autorisés à vendre des masques importés depuis le 21 mars, mais ils l'ignoraient. Entre-temps, le nombre de morts du Covid-19 était passé en France de 4 à 562. Avant de conclure, il me faut dire un mot sur les tests de dépistage. Vous connaissez sans doute le site World Matters Coronavirus, qui chaque jour rapporte le nombre de cas, le nombre de décès et aussi le nombre de tests effectués. Vous ne pouvez donc pas ignorer que la France, sur cette question des tests, occupe un classement indigne de son rang. Très loin derrière le Portugal, l'Espagne, la République tchèque, et même juste derrière le Venezuela à la date du 4 mai 2020. Comment un pays qui nous a donné Pasteur en est-il arrivé là ? Comme dans l'affaire des masques, la France a abordé la crise sous-équipée. Cette fois, en écouvillon et produits réactifs. Mais avec en plus le poids d'une administration butée et tatillonne qui s'est toujours refusée à donner aux laboratoires privés, et notamment aux laboratoires vétérinaires, l'agrément nécessaire pour procéder aux analyses des tests Covid-19. Comme pour les masques, l'État a cherché à dissimuler son sous-équipement en s'abritant derrière une stratégie originale, soi-disant bien pensée, à savoir réserver les tests pour les cas les plus graves à l'hôpital. Cette stratégie, dont la seule fonction était de sauver la face du gouvernement, était en fait complètement absurde pour au moins 3 raisons. Premièrement, à l'hôpital, l'examen clinique et radiologique permet déjà de diagnostiquer le Covid-19 avec une très faible marge d'erreur. Deuxièmement, à l'extérieur de l'hôpital, en revanche,
seul le test permet de diagnostiquer un porteur asymptomatique du virus. Ces tests auraient donc bien évidemment dû être distribués aux médecins de ville. Troisièmement, lorsque le 21 mars, Olivier Véran, successeur d'Agnès Buzyn au ministère de la Santé, dit en conférence de presse qu'un dépistage n'empêche pas la propagation du virus, il commet un contresens inimaginable dans la bouche d'un médecin et qui sera très lourd de conséquences. En épidémiologie, en effet, chacun sait que l'ennemi numéro 1 sont les supercontaminateurs, capables d'infecter non pas 2 ou 3 contacts, mais des dizaines. Or, ces supercontaminateurs, à de très rares exceptions près, sont toujours des porteurs asymptomatiques ou très faiblement symptomatiques. Des gens d'apparence saine et en face desquels il n'y a pas lieu a priori de garder ses distances. A contrario, un malade déjà masqué, voire placé à l'isolement, même très contaminateur, contamine peu de gens, à cause des gestes barrières. Dans cette affaire des tests, le conseil scientifique, qui est composé sur un total de 11 membres d'un seul épidémiologiste, Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur, a semble-t-il commis l'erreur stratégique de donner la priorité au diagnostic sur la prévention. À moins que ce soit le gouvernement qui ne l'ait pas suivi, le saura-t-on un jour? À la fin, les pays qui ont appliqué les règles de quarantaine aux frontières, qui ont testé massivement leur population, une population très largement équipée en masques, ont mieux résisté à l'épidémie que les autres, et pas d'un peu. En termes de victimes, dans un rapport de 1 à 100, voire de 1 à 1000, sans même parler des conséquences catastrophiques du confinement qu'ils ont su épargner à leur population. Au terme de cet exposé, voici ce que vous devez retenir. Le Covid-19 a trouvé dans une France sous-équipée un terrain de propagation idéal, conséquence d'une politique délibérée d'austérité budgétaire qui remonte à François Hollande. Deuxièmement, pour occulter la gravité de la situation, le gouvernement a menti sciemment sur les masques comme sur les tests. Troisièmement, jusqu'au 16 mars, Emmanuel Macron semble, vous me passerez l'expression, totalement à côté de ses pompes. On atteste la soirée au théâtre et le maintien du premier tour des municipales. Pas étonnant qu'Agnès Buzyn, qui n'est pas sans reproche, craque totalement le 17 mars dans une interview au journal Le Monde. Quatrièmement, le débat sur la question du contrôle sanitaire aux frontières a été interdit d'emblée pour des considérations de politique politicienne ou idéologique si vous préférez, alors que c'était le sujet principal, l'erreur à ne pas commettre, tout simplement parce qu'elle se situe en amont de toutes les autres. C'est ça le péché originel d'Emmanuel Macron, qui l'a contraint à décréter un confinement suicidaire, avant les masques et avant les tests.